Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre live LinkedIn, la deuxième édition de ce 45 minutes chrono, aujourd'hui avec Jérôme Cohen qui va nous parler de l'entreprise restauratrice. Ces 45 minutes chrono, c'est l'occasion pour vous d'en apprendre un peu plus sur les problématiques qui sont aujourd'hui traitées au Seven Gate autour de la transition écologique et comment ça transforme le monde de l'entreprise. Bonjour Jérôme Cohen. Bonjour, ravi. Bonjour Emma, tu vas bien? Très bien et toi? Eh bien, ça va très bien. Allez, super. Bah, bienvenue à toutes et tous. On va vous mettre, vous entendez cette petite musique d'ambiance qui est le son des oiseaux en attendant que tout le monde nous rejoigne. On va prendre 2-3 petites minutes. Laissez-vous immerger avant de commencer. On est bien en Alors, direct. vous pouvez d'ores et déjà écrire dans le chat qu'est-ce que vous attendez de cet événement en quelques mots. Alors, est-ce que le chat est ouvert et est-ce qu'on a une première personne qui commence à répondre à la question d'Emma? Plus curieuse. C'est déjà pas mal, Nathalie. Bienvenue Nathalie. Ah, on a Armel qui souhaite en savoir plus sur l'entreprise restauratrice. Et d'autres. Et comment est-ce que vous sentez dans un état propice à la restauration ce matin? Oui. Oui, Henrik. Ok. Emric qui souhaite découvrir les grands axes de cette entreprise restauratrice. Là, tu me donnes le top pour savoir quand Allez, plus qu'une une minute? petite Allez, minute. ok. À 35, on commence. Merci Sandrine. On sera ravis de poursuivre te connaissance. Allez, on va pouvoir débuter. Si tu peux partager, Jérôme, le Et support. Et c'est absolument. parti. Alors, j'espère que ça fonctionne et que vous m'entendez. Si vous avez des problèmes de connexion ou de sonorité, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, on pourra rectifier avec Emma. Alors oui, l'idée, c'est de parler de l'entreprise restauratrice. Donc, on va faire un petit constat pendant vraiment au début de quelques minutes pour voir pourquoi finalement il est absolument nécessaire de transformer le modèle de l'entreprise et de le faire aller vers ce nouveau modèle que nous, on appelle restauratrice. Et puis surtout, après,
on essaiera de travailler, d'expliquer, de discuter ensemble de quels sont les principes et les applications possibles de l'entreprise restauratrice. Si d'ailleurs, ma chère Emma, tu pouvais baisser le son des oiseaux, voire le fermer, ce serait pas mal. Je pense que je serais moins perturbé et pouvoir C'est bon, c'est bon. commencer tout de suite. Aller et peut-être fermer ta caméra, Emma, comme ça, moi, je serai moins perturbé aussi, parce que je te vois, ce qui est assez plaisant, mais voilà, c'est parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Ça part de quoi l'entreprise restauratrice? Ça part, je dirais, d'un constat. Pas vous surprendre, je vais aller très vite sur ces points préliminaires, c'est-à-dire le constat d'un monde fini, que l'on fait tous évidemment, qui s'inscrit dans ces célèbres 9 limites planétaires. Vous savez qu'aujourd'hui, 6 sont déjà dépassées. Elles s'incarnent donc quelles sont ces limites planétaires ou les principales? Évidemment, vous connaissez l'urgence climatique. On est déjà à 1,2 degré de dérèglement. Cette année, on va quasiment atteindre les 1,5, mais sur une seule année, donc c'est pas le même sujet. Et on voit que malheureusement, cette trajectoire est en constante augmentation. Deuxième champ d'étude de ces limites planétaires, la chute de la biodiversité. On sait qu'on parle désormais de sixième extinction, d'effondrement des limites planétaires, notamment dans l'extinction de masse, hein, finalement, de ces espèces. Peut-être vous connaissez aussi ces chiffres que je rappelle rapidement, 70% d'extinction des grands mammifères vertébrés depuis à peu près 50 ans, 30% des oiseaux depuis 30 ans, 80% des insectes, et finalement toute une biodiversité des écosystèmes qui sont en plein effondrement. Alors, partant de ce constat amer et difficile, eh bien, il faut travailler sur la recherche d'un monde plus soutenable, plus durable, plus épanouissant, on va dire, pour le vivant. Et dans le vivant, il y a le vivant humain et le vivant non humain. Ce qui est intéressant là, et donc le travail que fait notamment Kate Raworth, qu'elle a fait avec Oxfam, quand elle était chercheuse chez Oxfam, c'est que cette question d'un monde durable ou de cette travailler à l'épanouissement de nouveau de la vie est évidemment lié aussi à la sauvegarde de besoins fondamentaux. Donc cet équilibre-là qui est fondamental entre la dimension finalement sociale et écologique de la transition. On avait déjà fait un LinkedIn et un 45 minutes chrono il y a quelques temps sur cette question-là, donc j'y reviens pas de façon plus dense. Alors, finalement, quelles sont les réponses à apporter? Il me semble que ces réponses, aujourd'hui, elles ont bougé. On est passé du pourquoi, qui était ce qui nous motivait et motivait nos actions auparavant, qui est pourquoi doit-on changer nos modèles? Pourquoi doit-on réfléchir à cette question de la transition? Aujourd'hui, on est plutôt passé, en tout cas en Europe et plus particulièrement en France, à la question du comment. Comment, finalement, on peut résoudre cette question du vivant, ce qui est déjà une progression majeure. Et alors, dans ce comment, il y a peut-être plusieurs approches. Il y a plusieurs approches qui diraient, et je caricature volontiers la présentation, on peut se reposer sur des avancées techniques ou technologiques. Euh, L'hydrogène, par exemple, mais aussi d'autres qui sont, par exemple, la géo-ingénierie. On va changer le climat. Et en changeant le climat, on va finalement pouvoir continuer à perdurer ou à faire perdurer le modèle actuel. Et puis, il y a une autre position qui est plutôt la nôtre, c'est Engage, de dire non, euh, cette question ou cette approche technologique ne suffira pas, et c'est tout notre modèle tellement qu'il faut réfléchir, qu'il soit à un niveau social, sociétal, qu'il soit à un niveau économique, bien que cette question de réinvention, de réappropriation d'un nouveau modèle n'est pas en opposition avec des progrès techniques qui sont aussi nécessaires dans la transition. Et on pense que le comment est fondamentalement le, la place de la réinvention de notre modèle. Ce que l'on interroge finalement, fondamentalement, c'est la question de notre rapport au vivant. Comment passer d'un modèle d'extraction à un modèle de protection? Comment passer d'un modèle d'épuisement à un modèle de restauration? Et cette réinvention, cette réinterrogation de notre modèle
finalement, il induit pour nous de nouvelles responsabilités qui sont aussi bien individuelles, j'ai mis les hommes, mais pardon, c'est plutôt les humains, femmes et hommes, euh, qui viennent interroger nos pratiques, les États, c'est-à-dire qu'évidemment, sans régulation et sans interrogation de notre modèle au sens large du terme, on n'y arrivera pas. Et au centre, il y a aussi l'entreprise, puisqu'on sait que globalement, les entreprises aujourd'hui ou les activités économiques sont responsables à 70-75% du dérèglement climatique et de l'effondrement du vivant et de la biodiversité. Il y a une bonne nouvelle quand même dans je dirais, dans cet état, de ce constat, dans ces constats qui sont amers. C'est que le vivant ou la biodiversité peut se régénérer, qu'elle soit d'ailleurs terrestre ou maritime ou marine. C'est-à-dire, alors là, on a mis l'exemple de Salgado, il y en a bien d'autres. Vous savez, Salgado, c'est un photographe brésilien qui, après un épisode tragique au Rwanda, puisqu'il avait suivi le, le génocide, est rentré au Brésil totalement effondré en disant j'arrête mes activités et je ne crois globalement plus en l'homme. Et sa femme, avec lui, mais sa femme a été vraiment motrice, a décidé de réinvestir des terres qu'ils avaient, puisque le père de Salgado avait un immense, et puis son grand-père aussi, élevage bovin, qui faisait de l'élevage intensif de bovins. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont choisi de réinvestir, peut-être pour se réinventer eux-mêmes et pour sortir de sa dépression, pour se régénérer lui-même, de régénérer cet emplacement qui est au nord du Brésil. Ils en ont fait, en moins de 20 ans, la plus grande réserve de biodiversité du Brésil, où il y a aujourd'hui, sur 700 hectares, 300 espèces d'arbres, vous les voyez, 172 espèces d'oiseaux, des mammifères, d'amphibiens, ce qui montre finalement que le vivant peut se régénérer, que le vivant a sa résilience et qu'il est possible d'inverser finalement, on a cet espoir-là de réinverser la trajectoire qui aujourd'hui est mortifère ou sombre, vous l'appellerez comme vous voulez. Alors, du coup, quel est le rôle de l'économie, quel est le rôle des entreprises et leur responsabilité dans cette trajectoire d'espoir et de régénération? Et là, il y a peut-être deux questions qui se posent, qui sont ressemblantes, mais qui sont finalement assez diverses, assez différentes. La première, c'est est-ce qu'on peut inventer des entreprises qui ne détruisent pas, mais protègent, restaurent, voire régénèrent le vivant? Et puis j'ai vu la question je ne sais plus qui disait pourquoi on parle de régénération et de restauration? Je propose qu'on voit ça un peu plus tard. Ça, c'est la première tranche d'entreprise qui se crée en étant quelque part biodiversité compatible ou biodiversité native. Et puis, il y a toutes les autres. Et elles, c'est 99% de notre tissu économique actuel. C'est comment finalement transformer les entreprises pour qu'elles ne détruisent pas, mais qu'elles protègent, restaurent, voire éventuellement régénèrent le vivant. Évidemment, cette question est fondamentale puisque l'on doit faire avec un état de l'économie tel qu'il est aujourd'hui et avec une diversité d'entreprises qui n'avaient pas probablement ces principes de régénération et de restauration au cœur de leur identité et au cœur de leur activité. Et c'est là, à nos yeux, que se situe toute la complexité. Et bien là encore, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça nécessite une inversion complète des priorités ou de conception finalement de ce qu'est l'économie et de ce que sont les principes, la raison d'être, les objectifs, la mission d'une entreprise. Si on se souvient tout à l'heure de la présentation qu'on avait faite de Kate Raworth sur les 9 limites planétaires, eh bien, il y a finalement deux dimensions. Il faut réinsérer l'entreprise et l'économie dans le respect des limites planétaires, donc dans la protection de ce capital naturel, mais aussi, si on se souvient du donut, des besoins fondamentaux. Donc du respect des besoins fondamentaux et du capital humain, donc des humains. En se rappelant évidemment, et c'est aussi fondamental, que l'homme, la femme, l'homme, l'humain, fait partie de la biodiversité.
on est un élément à la fois moteur, peut-être destructeur, mais fait partie de la biodiversité. Donc l'entreprise qui se place au service du vivant, finalement, a pour ambition de servir le vivant humain et le vivant non humain. J'aime bien, c'est d'ailleurs cette question la théorie du management anglo-saxonne qui s'appelle le leadership, le servant leadership, c'est-à-dire l'économie doit servir. C'est un parallèle, mais je pense qu'il est assez valable dans ce cas-là. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment on fait? Comment on place l'entreprise pour qu'elle respecte, enrichisse ces deux formes de capitaux, humains, enfin naturels et humains? Bien, c'est là évidemment que se situe toute la difficulté et qu'on va évoquer maintenant. Il semble que cette nouvelle raison d'être, se placer au service du vivant humain et non humain, définit peut-être 4 grands principes de fonctionnement ou 4 grandes objectifs. Les deux s'interpénètrent, me semble-t-il. Le premier, évidemment, c'est travailler sur la question de la décarbonation. On sait évidemment que c'est un sujet majeur qui est déjà partiellement engagé dans l'économie, même si l'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend les entreprises du CAC 40, seules 4 sont alignées sur les objectifs du développement durable des accords de Paris, c'est-à-dire les 1,5 degrés. Donc on est loin, évidemment, de l'accomplissement qu'on souhaiterait. Et puis ensuite, il y a la question de la biodiversité des ressources naturelles. Donc comment on travaille comme principe moteur à sa question de la protection et de la restauration. Et puis on a un quatrième qui fait se rejoindre ces deux dimensions du capital humain et naturel, qui est celui de la coopération, qu'il faut entendre comme la coopération comme principe moteur d'activité des entreprises avec le vivant, probablement en s'inspirant du vivant, mais aussi comme principe moteur de la relation entre l'entreprise comme écosystème et les humains avec qui l'entreprise interagit. C'est quoi les entreprises? Enfin, les humains, c'est qui les humains avec qui l'entreprise interagit? C'est ceux qui la constituent. Donc, c'est la richesse humaine, comme on a une richesse de production, la richesse humaine des entreprises, ses collaborateurs, ses différentes parties prenantes, mais aussi ses clients, ce pourquoi les produits ou services sont créés. Et comment on arrive finalement à mettre l'entreprise, au service des 8 milliards d'humains. Là encore, cela résonne beaucoup avec la théorie du donut, c'est-à-dire comment l'entreprise a pour destination, pour mission, je ne sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas fondamentale, de répondre aussi aux besoins fondamentaux des 8 milliards d'habitants sur Terre. Et que cette ambition finalement de l'entreprise, éventuellement qu'on peut qualifier de restauratrice, ne serve pas qu'une infime partie de ces 8 milliards d'habitants. Ce que je propose, c'est que je déroule, et puis après, probablement que vous aurez des questions, on y répondra moi-même et puis d'autres personnes d'engagement éventuellement un peu plus tard. Comment ces principes se matérialisent? Parce que la question, évidemment, on peut avoir des grands principes, mais comment tout ça s'applique dans ces entreprises, et en particulier dans les 99,9% des entreprises qui existent déjà? Eh bien, là, on voit finalement que l'entreprise va agir, on va dire, à plusieurs niveaux et tout au long de sa chaîne de valeur. Elle peut commencer par ce qu'on qualifie ici d'éco-conception, c'est-à-dire, et de durabilité. C'est-à-dire, je vais essayer de réduire l'impact que j'ai sur le monde vivant. Si on parle de biodiversité, on pourrait d'ailleurs parler de dépendance au vivant et d'impact sur le vivant. Mais on va commencer déjà à aller un peu plus loin en parlant, par exemple, de la capacité de recycler. On voit bien déjà là que ça commence à avoir un impact sur le modèle d'affaires de l'entreprise, dans la conception des produits, tout au long de leur vie, et ce qui implique évidemment de réfléchir déjà à une nouvelle façon de concevoir et de produire les services ou les produits qu'on met à disposition. Et puis après, on bascule dans ce qui est probablement le plus impactant et le plus important,
qui est la réflexion sur le modèle d'affaires, où on commence à réfléchir de façon plus profonde et avec des impacts qui sont plus forts sur, par exemple, la question du passage à l'économie de l'usage ou de la fonctionnalité. Au lieu de produire et de vendre, je vais passer, par exemple, à une économie de l'usage et de la location. On verra un ou deux exemples si on a le temps tout à l'heure. Mais déjà, si on prend évidemment l'exemple, par exemple, de la voiture, de la production automobile, on sait que 10% aujourd'hui, seulement, enfin qu'une voiture est utilisée à peu près 10% de son temps. Le reste, elle est au garage. Donc évidemment, toute la production, tous les matériaux nécessaires à la production en amont ont un impact de 100% pour seulement 10% d'utilisation. Ça, évidemment, ça vient questionner de façon plus fondamentale le modèle d'affaires de l'entreprise, puisque, évidemment, si elle doit louer au lieu de vendre, tout ce modèle est remis en question. Et puis ici, on s'aperçoit que, en ayant travaillé sur l'éco-conception, la recyclabilité, en ayant re-questionné le modèle d'affaires à travers, par exemple, l'économie d'usage ou de fonctionnalité, on n'y arrive toujours pas, ou l'impact que l'on a n'est pas suffisant, et que la destruction du vivant est trop importante, reste très importante, eh bien, on va pouvoir questionner encore en allant un cran plus loin, en cette fois s'interrogeant sur la capacité à arbitrer ou à rediriger certaines de ces activités, ce qu'on peut appeler la redirection écologique ou le renoncement écologique. C'est-à-dire que je me dis que malgré tous les efforts que j'ai pu faire, mon impact sur le vivant est encore trop importante. Et donc, il y a des activités sur lesquelles ma capacité de réduction est trop importante et donc je vais devoir renoncer. Donc là, on voit encore que l'impact sur le modèle d'affaires est encore plus important. Tout ça, finalement, a pour ambition de réfléchir à la façon dont l'entreprise se sert, s'appuie, a un impact sur ce qu'on pourrait appeler les communs. Dans les communs, il y a aussi nous, les hommes. Et c'est là où, selon nous, cette entreprise restauratrice, elle vient questionner, elle questionne le rapport que l'on a à la fois, enfin de façon plus globale à son écosystème. Dans l'écosystème, il y a toutes ces parties prenantes et il y a aussi les humains dont j'ai parlé juste auparavant. Donc l'entreprise restauratrice va ensuite devoir, ou en parallèle, devoir s'interroger sur les relations qu'elle a avec, de façon systémique, avec son écosystème. Quels sont les liens que j'entretiens avec mon écosystème, par exemple, de proximité, mon territoire, les personnes avec qui je travaille, les services de proximité dont je dépends, les citoyens, les experts, les ONG, etc. Donc, comment je re-questionne mon fonctionnement en écosystème. Certains diraient il y a ici une forme de parallélisme ou d'inspiration du vivant lui-même, qui d'une certaine façon travaille en écosystème. Je ne suis pas sûr qu'on aborde cette question-là aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Ensuite, le sens et la dignité, on pourrait le qualifier d'inclusion. C'est-à-dire que comment, dans cette activité, je prends soin du vivant humain, à la fois comme destination de mes produits, mais aussi comme, je dirais, prise en compte, on peut faire un parallélisme avec la société du Caire, en interne, la façon dont je traite, dont j'interagis avec mes salariés ou les ensemble de personnes qui travaillent avec moi. Donc la destination finale des produits, à quoi ils servent, est-ce qu'ils ont un impact positif, par exemple sur la santé du vivant et des humains, et comment moi j'interagis et je crée les conditions d'un travail qui soit lui aussi respectueux du vivant. Tout cela, vous l'avez bien compris, in fine, vient interroger la notion même de création de valeur. On a mis un S évidemment, parce que la valeur ici est à la fois économique, mais elle concerne aussi toutes ces questions de nature, de capital humain, de capital non humain. Donc c'est comment je crée et je mesure et ensuite je répartis les valeurs créées, qu'elles soient économiques ou non économiques. Là encore, on ne rentrera pas
de façon plus précise sur cette question, mais parce qu'on irait vers les questions de triple capital, de triple comptabilité, de mesure et des outils de mesure de ces créations de valeurs multiples. Et là, on n'aura évidemment pas le temps de l'aborder. Et la question de la répartition de cette valeur, évidemment, rejoint la question des besoins fondamentaux et, encore une fois, de la théorie du donut qu'on avait vu auparavant. Alors, on pourrait citer beaucoup d'entreprises, mais aujourd'hui, ce qu'il est important, je crois, de reconnaître, c'est qu'il y a des entreprises qui ont fait déjà un bout de chemin sur une partie de cette trajectoire de restaurative, on pourrait l'appeler, mais qu'aujourd'hui, aucune ne présente, si vous voulez, un bilan satisfaisant et pourrait elle-même être qualifiée d'entreprise restauratrice. Ce modèle, d'ailleurs, il s'applique, il me semble, à toutes les organisations, qu'elles soient ambition économique ou non économique, mais aussi, par exemple, à des villes comme Kalundborg, comme Amsterdam, qui ont réfléchi à cette dimension d'interrelation entre, finalement, on pourrait dire, le monde économique et le monde non économique. Et c'est aussi cette interaction qui est fondamentale dans l'économie restaurative et donc dans la définition d'une entreprise restauratrice. Il y a peut-être une autre façon de présenter, je vais un peu me répéter, mais peut-être que débattre, c'est aussi répéter, puis après créer les conditions d'un débat fécond. On peut le présenter un peu différemment. C'est-à-dire que finalement, on peut agir sur le modèle d'affaires et on peut agir sur le modèle d'organisation et de gouvernance d'une entreprise. Sur le modèle d'affaires, il y a, me semble-t-il, 3 niveaux d'intensité. Le premier, c'est on travaille sur les opérations, on réduit au maximum, on l'a vu tout à l'heure. Le deuxième, c'est qu'on s'attaque au modèle d'affaires. Et là, soit on redéfinit le modèle d'affaires, on l'a vu avec l'économie de fonctionnalité par exemple, ou on va jusqu'à la redirection. Vous voyez, ça, on est concentré sur les activités, sur le modèle d'affaires de l'entreprise. Et puis la deuxième partie, c'est sa gouvernance. Pour qu'une entreprise rentre sur cette direction, sur ce chemin de la restauration, il faut quelque part qu'elle effectue une mue, qu'elle se transforme fondamentalement. Ça veut dire quoi? On a essayé de d'identifier trois champs de mutation. Le premier, c'est qu'elle se mue en organisation apprenante. Apprenante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire rentrer dans l'entreprise des savoirs, des connaissances, des approches qui n'existaient pas auparavant. Apprenante, ça veut dire que, eh bien, il va falloir que la direction, mais qu'aussi un maximum de personnes à l'intérieur de l'entreprise aient la connaissance, la conscience, à la fois peut-être au niveau théorique, mais aussi au niveau pratique, de ces nouveaux savoirs en termes de climat, en termes de biodiversité, peut-être en termes de pratique et de compétences. Donc l'entreprise fait rentrer en son sein des savoirs qui n'étaient pas nécessaires à son activité jusque-là. Deuxième principe, c'est la participation. L'idée, on l'a vu, c'est que l'entreprise ou l'organisation devienne apprenante, mais que chacun en son cœur devienne apprenant. Ça veut dire que cette transformation par l'apprentissage n'est pas simplement du seul ressort du COMEX ou de la direction, mais de tous ceux qui travaillent, qui contribuent à l'entreprise et donc à sa transformation. Et c'est en cela que j'engage tous les projets qu'on développe avec les entreprises avec lesquelles on travaille sont fondamentalement collectifs et nécessitent la création d'un collectif qui soit en plus le plus divers possible. Pourquoi? Parce que cette transformation, elle va, comme on l'a vu sur la chaîne de valeur, elle va finalement concerner toutes les activités de l'entreprise, que vous fassiez de la finance, de la ressources humaines, du marketing ou de la conception produit. Mais elle va aussi concerner tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. C'est un aller-retour permanent finalement entre ce qui est du ressort on va dire du stratégique et ce qui est du ressort de l'opérationnel. Donc il ne s'agit pas que seulement quelques décideurs soient formés à ces questions-là et comprennent fondamentalement et fassent presque leur mue individuelle,
Il s'agit qu'un maximum de personnes dans l'entreprise accompagnent et participent à cette mue. Et c'est en cela que la gouvernance se doit d'évoluer vers un modèle plus participatif. Et je mets juste un petit bémol en disant que ce n'est pas pour autant que tout le monde va décider. C'est que tout le monde va travailler à l'enrichissement de cette trajectoire et y contribue depuis sa sphère de responsabilité. Et enfin, troisièmement, vous l'aurez compris, cette entreprise qui va vers la restauration est fondamentalement ouverte. C'est-à-dire qu'elle travaille en écosystème, elle fait rentrer ses savoirs, mais elle fait rentrer aussi d'autres acteurs, d'autres parties prenantes, sans qui cette transformation n'aura pas lieu. Cette entreprise, elle y est un territoire. Elle devra travailler donc avec les acteurs du territoire, avec des citoyens, avec des ONG, avec des sachants. Et c'est en travaillant sur ce territoire qu'elle pourra aller concrètement, de façon appliquée, dans cette transformation. Entreprise restauratrice, elle transforme sa mission, elle interroge sa mission, elle fait évoluer sa gouvernance et elle transforme, elle fait évoluer son modèle d'affaires. Évidemment, de façon plus ou moins forte, selon sa taille, son secteur d'activité. Toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité ne sont pas égaux devant cette nécessité de réinvention. On pourrait encore le présenter d'une autre façon. Vous savez, il y a la vieille présentation de la RSE, qui est à gauche, et qui dit performance économique équilibrée avec la dimension environnementale et sociale. Finalement, cette entreprise restauratrice, on peut la présenter comme aussi la nécessité de réinventer les priorités ou les chemins de priorité. L'entreprise, certes, doit être performante, peut-être devions-nous dire plutôt qu'elle se doit être robuste, de garder sa robustesse. Mais cette robustesse est au service de l'homme, on retrouve la dimension du capital humain, et de la planète. Et l'humain lui-même est au service de la planète. Donc c'est une inversion des priorités qui nous semble être nécessaire. Dernier point, cette mutation, et c'est ce qu'on avait fait notamment en travaillant sur le grand défi des entreprises pour la planète, l'entreprise ne peut pas la faire seule. Pour que cette question de refondre les activités, de refondre la gouvernance, de changer l'axe de priorité et de mission d'une entreprise, elle a besoin de l'appui à la fois finalement du monde politique ou des décideurs, avec des réglementations, des incitations qui contraignent ou qui incitent ou qui aident les entreprises à faire cette transformation. Et puis elle a un besoin que la société civile, à travers notamment les citoyens et ce qui est un marché, eh bien aussi participe à cette réinvention. C'est-à-dire qu'il faut passer, vous savez, on ne va pas y revenir, mais du triangle de l'inaction qui bloquait finalement l'évolution de la société parce que ni les citoyens, ni le politique, ni les entreprises n'avaient cette possibilité ou cette capacité à s'engager dans la transition. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une sorte de vortex de la régénération, vortex de la restauration, pour que tous ces éléments s'imbriquent et que l'entreprise seule, ça c'est certain, n'y arrivera pas. Alors, on a proposé une rapide définition de l'entreprise restauratrice. On pourrait dire que c'est une entreprise qui se met au service du vivant, humain et non humain, pour créer les conditions de sa résilience, sans lesquelles évidemment l'entreprise n'existe pas, et les conséquences seraient aussi tragiques, mais surtout au service de l'épanouissement, peut-être qu'on pourrait mettre surtout, puisqu'on parle de priorisation, de l'épanouissement du vivant. Voilà ce que je voulais vous partager. On m'avait donné 25 minutes, une demi-heure, j'ai essayé de m'y tenir, avant, eh bien, évidemment, de répondre à vos questions. Donc, Emma, si tu veux bien, voilà, revenir, ravi de répondre aux questions. Vous pouvez commencer. Alors, j'ai l'impression que je ne les vois pas toutes les questions.
Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux mettre la dernière slide sur les questions? Ah voilà, question Voilà. parfait. Alors, on a eu des personnes qui nous ont demandé est-ce qu'ils pourront avoir disposé du support de présentation? Évidemment, on vous les envoie, on vous envoie tout ça juste après le live. Donc, il y avait la question de quelle différence avec régénératrice? Ouais, alors ça, je veux bien l'attaquer maintenant. OK. Je dirais qu'il y a ce n'est pas qu'une question sémantique. C'est-à-dire que pour nous, l'entreprise, restauratrice, enfin l'entreprise régénérative, il y a presque un oxymore. C'est-à-dire que, heu, l'entreprise, par son activité, a un impact négatif, sur le vivant. À la peut-être seule exception près possible, des entreprises qui travaillent sur, les sols, qui enfin, des entreprises finalement agricoles, qui elles, par leur activité, d'une certaine façon, peuvent contribuer à sa régénération. Je ne connais pas d'entreprise, bon, peut-être, pouvez-vous m'aider à ce sujet, mais d'entreprise qui ait un impact positif sur le vivant par essence. Donc, parler à la rigueur d'une trajectoire de régénération, d'une démarche régénératrice ou TIV, pourquoi pas? Il me semble que déjà par rapport à l'état de l'art, travailler sur une possible ambition de restauration me paraît déjà très ambitieux, puisque par essence, elle détruit l'activité économique. Et que je ne voudrais pas qu'on tombe dans une forme, vous savez, il y a eu le greenwashing, et cetera, qu'on tombe désormais dans une forme de regeneration washing en disant que toute entreprise peut aller vers la régénération, et cetera. Alors qu'il me semble que c'est conceptuellement, si vous voulez, ou intrinsèquement mensonger ou faux ou tellement utopique, que ça laisse ouvert à, je dirais, à beaucoup de, enfin, comment dire, d'interrogations ou de, voilà, c'est sujet à interrogation. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, n'hésitez pas à commenter, si vous avez, par rapport aux remarques, que enfin, la réponse que j'ai apportée. Oui, on a Sandrine qui nous dit tout commence donc par une prise de conscience profonde. Quel levier pour entrer dans un niveau de profondeur suffisant pour oser passer à travers toutes les étapes de l'entreprise restauratrice? Alors, je relis la question, si tu veux bien, pour Sandrine. Donc par une prise de conscience profonde. Oui, en fait, chez Engage, on dit que, on passe par, on essaye de faire un parcours qui part de cette prise de conscience, déclic ou pas. Ensuite, par la formation. Je pense qu'il n'y a absolument aucune possibilité de s'engager dans cette, question, dans cette trajectoire de restauration sans, cette question fondamentale, enfin cet apprentissage profond, à la fois des enjeux, de leur interrelation avec, le monde vivant, enfin l'interrelation du vivant et de l'économie. C'est pour ça qu'on a créé, le MOOC biodiversité, faut peut-être le partager, l'atelier mission biodiversité, et cetera. Tout ça nécessite une formation, une connaissance profonde. Et c'est d'ailleurs, là aussi que cette formation, pour moi, elle ne doit pas être, la seule, enfin, elle ne doit pas s'adresser à certains, je sais pas comment dire, dirigeants de l'entreprise, mais un maximum de personnes dans l'entreprise. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait, d'ailleurs sur les propositions du Grand Défi, il y en a qui concernaient la formation de tous les salariés, mais d'autres qui concernaient aussi la formation obligatoire des membres du COMEX ou d'un conseil d'administration. Ensuite, je crois que une fois que cette formation a eu lieu, la plus ouverte possible, je pense qu'il faut travailler de façon extrêmement collective. C'est-à-dire que c'est tout un collectif qu'on embarque et pas quelques personnes choisies. Je m'entends, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire travailler tous les salariés d'une organisation en permanence sur ces questions-là. Mais je pense qu'il ne suffit pas d'avoir quelques éléments moteurs. Aussi pour des raisons pratiques. On l'a vu tout à l'heure, parce que certaines questions concernent l'opérationnel, le stratégique, etc. Mais aussi parce que, et ça nous est arrivé, vous formez quelques dirigeants, et puis ces dirigeants ne sont plus en place un an et demi après. Vous savez que la durée de vie moyenne, je crois, d'un dirigeant ou d'un dirigeant, je crois, d'une entreprise du CAC 40, me semble-t-il, c'est 18 mois.
Donc, si le dirigeant change, s'il n'a pas forcément, lui, les mêmes priorités, eh bien, tout le travail que vous avez pu faire peut être réduit quasiment à néant. Alors que si vous avez une capacité, enfin, si vous avez déjà entraîné un collectif, eh bien, la capacité de résilience de ce collectif qui a été formé, qui a pris conscience, eh bien, je pense que ce sera plus difficile de revenir complètement en arrière. J'ajouterais peut-être aussi une dimension de levier, en plus de la prise de conscience, de la gestion, du collectif. Je dirais, travailler sur du concret. C'est-à-dire que et travailler en séquençage. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup dans des entreprises, on essaye de alors nous, on ne travaille jamais en disant on se projette en 2050 sur une entreprise neutre. Ça, c'est comme pour les politiques. 2050, ce ne sera plus les mêmes personnes en place, donc c'est un peu facile. Mais on travaille sur une trajectoire ambitieuse, mais on travaille à un séquençage de ce qui peut être fait vite, rapidement, ce qu'on peut appeler des quick wins en très bon français, ou des transformations peut-être plus profondes, plus fondamentales sur le business model ou sur la gouvernance, mais qui vont pouvoir être appliquées, mises en place euh, à moyen ou long terme. Donc c'est important que ceux qui travaillent sur la transition puissent voir progressivement la transition se faire, les premiers éléments de transition s'opérer, pour ensuite garder la motivation pour aller plus loin. Et probablement aussi, il faut, surtout dans un monde économique, veiller à ce que ces transitions soient mesurées, deviennent tangibles en disant, voilà, ça, on l'a déjà réussi. On peut donc aller un peu plus loin. Et donc, entretenir ce chemin d'ambition, de motivation, voilà. Et peut-être un dernier, je suis très long sur cette réponse, pardon, mais c'est aussi, je crois, surtout quand on parle de vivant, ou de biodiversité, faire appel aux sensibles, d'une part, montrer que tout ça n'est pas une histoire simplement d'impact carbone, mais de prise de conscience de cette capacité à retisser notre lien au vivant, qui est fondamental. C'est pour ça qu'on a lancé le dernier défi biodiversité avec Engage, qui est sur cette question de la reconnexion au vivant. Et peut-être, probablement aussi, de favoriser en permanence, même dans l'entreprise, les possibilités de lien avec le vivant. Faire que tout ça ne reste pas finalement à distance, hors sol, dans une trajectoire qui serait lointaine et non palpable par l'ensemble des membres du collectif. Voilà ma réponse. Une autre question? Si Jérôme, on va essayer de rester dans le timing. On a deux autres petites questions. Donc Armel qui demandait si le webinaire, le premier, était encore disponible. Oui, il y a les replays sur le live LinkedIn. Je pourrais vous remettre les liens. Et Sandrine qui repose une question. Est-ce qu'à votre avis, il faut que l'entreprise soit accompagnée au long terme ou arrive-t-elle à s'autonomiser pour tenir la transformation sur le long terme? Et oui, je plus sois la référence au sensible et à l'émotionnel. Alors, On va prendre, ce sera la dernière question quand on va euh, de la fin. de 2-3 minutes quand même, hein, ne soyons pas trop rigoureux. Donc, je dirais que je pense qu'un accompagnement est nécessaire. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire entrer des savoirs différents. Et que ces savoirs évoluent et que l'entreprise n'aura jamais en fait cette connaissance profonde en elle. Donc, il est nécessaire, et puis aussi parce que, pour ça c'est nécessaire, mais aussi parce que, en fait, c'est certes une évolution du savoir, mais aussi des pratiques. L'intelligence collective, par exemple, qu'on emploie beaucoup, ou les principes participatifs appliqués, tout ça, ça ne coule pas de source, ce serait trop facile. Euh, Finalement, il y a des pratiques, il y a des modes d'organisation, etc., qu'il faut mettre en place. Et il est préférable, à mes yeux, voire nécessaire, que ces connaissances, que ces pratiques, que ces compétences soient acquises et soient aussi apportées, entretenues par des acteurs extérieurs. Et après, il y a ce que je dis n'est pas, je crois, contradictoire. C'est un peu comme pour la fresque du climat, c'est-à-dire que
Bien sûr, au début, la fresque du climat, c'est des formateurs qui la font, extérieurs, etc. Puis après, il y a une transformation organique qui se fait un déploiement organique. C'est un peu pareil pour la transition. C'est-à-dire qu'une fois qu'un nombre suffisant de personnes, peut-être de personnes clés, ont pris conscience, ont mis en place progressivement des nouvelles pratiques, ont fait rentrer un savoir, c'est vrai que l'organisation a une capacité d'autonomie qui s'accroît. Et c'est même ce qui est souhaitable, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un moment, tous ces réflexes, toutes ces pratiques, nous, par exemple, on travaille avec une entreprise, récemment, il y a une entreprise qui m'a dit, et j'en étais très content, on fait ce qu'on appelle un DIRA, c'est-à-dire mesurer la dépendance, l'impact, le risque, les actions qu'une entreprise peut faire. Donc, comprendre son niveau de dépendance et d'impact. Maintenant, ils nous dit, bah, on voudrait maintenant appliquer que tous nos projets, nouveaux projets, passent un peu au tamis de ce DIRA, en disant, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, parce qu'on a fait un DIRA, c'est pas bon, donc il ne faut pas faire ce produit-là. Donc ça veut dire que, vous voyez, là, par exemple, il y a une forme d'autonomisation. Bah, on n'a plus besoin de langage pour faire un DIRA, on sait le faire, et donc on l'applique à sa pratique de façon permanente. Donc je dirais, je ne veux pas être normand, mais oui, il y a un besoin d'accompagnement permanent, et cet accompagnement permanent, d'une certaine façon, vise une montée en autonomie de plus en plus importante. On a une dernière question d'Émeric. Existe-t-il une méthodologie, une approche macro de la transformation vers l'entreprise restauratrice? Alors, Émeric est facilitateur en intelligence collective et il intervient dans les entreprises sur ces sujets de transformation organisationnelle, managériale, et il met à chaque fois, quand possible, un lien conscient à la responsabilité écologique. Un guide serait donc très utile. Merci pour tous ces éclairages. Alors il y a, oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, des pratiques, une méthodologie. Nous, on appelle ça les défis. Chez Engageshare, c'est les défis, de transition, écologique et sociale, pour faire court, donc qui sont parfois un peu plus spécifiques sur les questions du climat, de biodiversité. Mais donc c'est peut-être pas un guide, en fait, c'est des principes, peut-être une méthodologie. C'est de dire, on apporte de la connaissance d'abord. Ensuite, on apporte de la créativité, des ateliers, etc., pour faciliter l'appropriation de ces connaissances, pour surtout qu'elles ne restent pas de la culture générale, finalement qui ne sert pas à grand-chose, et pour faciliter l'appropriation de cette connaissance en regard, en miroir des enjeux de l'organisation dans laquelle vous êtes, que ce soit une entreprise ou une ONG, peu importe. Et ensuite, de faire naître, mais ça prend du temps. Donc, peut-être aussi comme l'intelligence collective, dont tu sembles être un adepte, ça prend du temps et ça demande de la patience. C'est-à-dire que si on traite une transformation, comment dire, large, systémique, on va devoir comprendre les ressorts du climat, de la biodiversité, de la transformation sociale, etc. Ce n'est pas en 4 heures que tout ça va rentrer. Donc, c'est un peu une méthode itérative. Et derrière, ce qui est très important aussi, c'est après la connaissance, la créativité, l'appropriation et le collectif, c'est d'aller relativement vite, mais pas trop, tu l'auras compris, vers ce que j'ai dit tout à l'heure, vers la naissance de projets véritablement transformateurs. Et donc, c'est en voyant aussi progressivement l'impact des efforts qui sont faits, des efforts qui sont consentis, etc., que la transformation s'incarne et devient presque une nouvelle façon dans l'entreprise d'envisager l'économique, d'envisager son activité, d'envisager ses priorités. Il y a presque une inversion des priorités qui se met en place et qui finalement fait qu'il y a une sorte de réflexe, une autre façon de faire économie, de faire entreprise ensemble qui commence à s'opérer. Voilà. Emma, s'il y a plus de questions. Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup. On va aller sur le mot de la fin. Donc, on vous remercie chaleureusement pour votre participation.
En quelques mots, on a vu aujourd'hui qu'une grande partie de l'effondrement de la biodiversité est due à l'activité des entreprises. Cependant, ces mêmes entreprises, elles ont elles-mêmes les leviers pour atténuer leur impact et contribuer à la restauration des écosystèmes. L'heure n'est plus de nous interroger sur le pourquoi, mais de nous mettre en action pour travailler sur le comment. Comment réduire cet impact? Comment contribuer à la restauration des écosystèmes? Il s'agit de comprendre les racines du problème, puis de transformer l'économie et les entreprises pour en faire des alliés du vivant, des entreprises au service du vivant. Et c'est ces mêmes entreprises qu'on va appeler des entreprises restauratrices. Et comment on y parvient concrètement? Plusieurs pistes, par la formation, par l'analyse profonde de leurs dépendances et de leurs impacts, afin d'identifier pour réduire leurs interrelations avec leurs vivants. Ça va passer par le fait de repenser son modèle d'affaires en privilégiant, par exemple, une économie d'usage. Et enfin, et sans doute l'étape la plus complexe, ça va être de rediriger ou de renoncer certaines de ces activités trop néfastes. Et donc, pour devenir restauratrice, comme Jérôme l'a dit, l'entreprise doit se muer. 3 principes à retenir en organisation apprenante, participative et ouverte. Et si vous souhaitez entreprendre cette trajectoire de réinvention pour votre entreprise, on vous propose au sein d'Engage plusieurs leviers d'action, en passant par la sensibilisation à la formation jusqu'à l'accompagnement en profondeur de votre organisation. Et donc, on va vous partager les liens. Il y a un MOOC biodiversité qu'on vous propose, un atelier mission biodiversité, une formation action biodiversité et enfin un défi au sein de votre entreprise. Et on vous donne rendez-vous au prochain live 45 minutes chrono le 7 février, mercredi 7 février. Le sujet sera biodiversité, un tsunami réglementaire à venir, de la COP15 à la CSRD, ce qui va changer pour les entreprises. Ah bah, avec Quentin. Exactement, Quentin qui sera notre intervenant. On vous remercie chaleureusement encore une fois et puis on vous donne rendez-vous pour tous le 7 février. Et puis d'ici là, si vous souhaitez vous inscrire à nos différents événements et ateliers, ce sera avec plaisir de vous accueillir. À très bientôt et merci Jérôme aussi pour ton intervention. Merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt. Ciao. Merci.